Le tintement strident du téléphone de bureau brisa le calme concentré de mon bureau au 35e étage. Dans Midtown Manhattan. Je jetai un coup d'œil à l'écran et fus surprise de voir le nom de Richard clignoter à 10 heures du matin. Mon mari appelait rarement pendant les heures de travail. Surtout quand il savait que je préparais une importante fusion d'entreprise. Quelque chose n'allait pas. Dès que j'entendis sa voix froide, distante, presque mécanique, un frisson me parcourut l'échine. C'était cette intuition particulière qui vous tord l'estomac même avant que les mauvaises nouvelles arrivent. Alex, ça ne marche plus. Je veux divorcer, dit-il sans même un bonjour standard. 13 ans de mariage. Balayé en quelques mots prononcés avec la même émotion que pour commander un café. Je serrai plus fort le combiné. Mes articulations blanchirent tandis que mon cerveau tentait de traiter ce que je venais d'entendre. La skyline de Manhattan s'étendant au-delà de mes fenêtres du sol au plafond restait inchangée. Complètement indifférente au fait que mon monde s'effondrait. Richard, de quoi parles-tu? C'est une blague? Ma voix semblait creuse. Elle était trop aiguë, trop fragile. Je me levai. Manquant presque de renverser le presse-papier en verre qu'il m'avait offert pour notre 10e anniversaire. Il captait la lumière du matin, projetant de minuscules arcs-en-ciel sur les piles de dossiers juridiques posés sur mon bureau en acajou. Ce n'est pas une blague, Alex. J'ai déjà déménagé la plupart de mes affaires. Martin Gallagher s'occupera des détails à partir de maintenant. N'essaie pas de me contacter directement. Toute communication passe par lui. La finalité dans sa voix me choqua. Il n'y avait aucune place pour la discussion. Il n'offrit aucune explication. Tu ne peux pas mettre fin à notre mariage par téléphone, Richard. Nous devons en parler face à face, plaidai-je. Détestant le désespoir qui s'était glissé dans mon ton. J'étais Alexandra Davis. Une avocate d'entreprise qui faisait transpirer les PDG pendant les dépositions. Je ne suppliais jamais, et pourtant j'étais là. M'accrochant au téléphone comme à une bouée de sauvetage. Il n'y a rien à discuter. J'ai pris ma décision. Il y eut une brève pause. Puis il ajouta, tu as changé, Alex. Nous avons tous les deux changé. C'est mieux comme ça. Il raccrocha avant que je puisse répondre, me laissant debout là, fixant mon reflet dans la vitre. Une femme réussie dans un tailleur de créateur paraissant complètement perdue. Mon assistante Sophie apparut dans l'embrasure de la porte, le visage marqué par l'inquiétude. Mademoiselle Davis, tout va bien? Vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. Elle travaillait avec moi depuis 6 ans. Assez longtemps pour lire les subtils changements dans mon expression. Je lui fis signe de fermer la porte. Richard vient d'appeler. Il veut divorcer. Prononcer les mots à voix haute les rendit terrifiants de réalité. Les yeux de Sophie s'élargirent sous le choc. Quoi? Pourquoi? Vous aviez l'air si heureux à la fête de fin d'année du cabinet le mois dernier. Elle s'approcha et s'assit sur la chaise en face de mon bureau. Je m'effondrai dans mon fauteuil en cuir. Soudain épuisé au-delà de toute mesure. Je me massai les tempes, essayant de reconstituer les pièces. Il m'a dit de ne pas le contacter. Il a dit, tout passe par son avocat, Martin Gallagher. L'expression de Sophie passa du choc à l'indignation. Gallagher. Le requin de Gallagher est associé. Richard prévoit de jouer sale dès le départ. Elle se pencha en avant. Mademoiselle Davis, vous devez prendre ça au sérieux. Gallagher ne fait pas dans le sentimentalisme. Je hochai la tête. Mon esprit passait déjà aux vitesses supérieures. Des années de formation juridique prenant le relais malgré le séisme émotionnel. Je sais exactement qui est Martin Gallagher. Il a représenté Richard pendant 3 de ses acquisitions de restaurants. Une pensée me frappa soudain, mais à ma connaissance, il n'a jamais traité de droit familial. Il ne fait que du droit des sociétés et commerciales. Peut-être que Richard pense qu'engager un litigator corporate impitoyable t'intimidera pour accepter n'importe quelle condition qu'il te jetteront, suggéra Sophie,
sa loyauté résonnant clairement dans son ton férocement protecteur. Peut-être. J'ouvris mon ordinateur portable, mes doigts planant au-dessus du clavier. Ou peut-être que Richard a oublié que sa femme a passé la dernière décennie à devenir l'une des meilleures avocates en contrat de New York. L'ironie ne m'échappait pas. Quand nous nous sommes rencontrés, j'étais une réceptionniste de 20 ans dans une agence de relations publiques qui gérait le marketing du premier restaurant haut de gamme de Richard. Il avait 31 ans, déjà un succès autodidacte, confiant et absolument charmant. J'étais ébloui par lui et le monde glamour qu'il m'introduisait. Je me souvenais à quel point il était fier quand j'ai décidé d'aller à la faculté de droit. Comment il se vantait auprès de ses amis de sa brillante épouse. Ma Alex va être une force avec laquelle il faudra compter, disait-il. Son bras serré autour de ma taille. Clairement. Il n'avait pas considéré ce que cela signifierait si nous nous retrouvions un jour de côtés opposés. Du champ de bataille. Je vais devoir libérer mon emploi du temps pour les prochains jours, dis-je à Sophie. Réallouant déjà mentalement ma charge de travail. Appelle Thomas et vois s'il peut prendre la tête sur la fusion du groupe Vanguard. Et découvre tout ce que tu peux sur les activités récentes de Richard. Les transactions commerciales, les journaux de voyage. Tout ce qui sort de l'ordinaire au cours des 6 derniers mois. Sophie hocha la tête, griffonnant déjà des notes. Et ton réunion du conseil d'après-midi avec Clayton Industries? Reporte-la. Urgence familiale. Les mots avaient un goût amer. Et Sophie, pas un mot à qui que ce soit d'autre au bureau pour l'instant. Quand elle partit, je restai immobile, fixant une photo encadrée sur mon bureau. C'était Richard et moi pendant notre voyage pour notre 10e anniversaire sur la côte amalfitaine. Tous les deux souriant sur une plage immaculée. J'essayais de réconcilier cette image avec la voix froide au téléphone ce matin. Qu'est-ce qui avait changé? Quand est-ce arrivé? J'analysais les derniers mois, cherchant des signes avant-coureurs que j'aurais pu manquer. Il y avait eu des changements subtils, plus de soirées tardives au bureau pour nous deux. Moins de repas partagés. Des conversations effleurant la surface de nos vies plutôt que de plonger en profondeur. Mais rien qui criait divorce imminent. Richard avait semblé plus distant récemment, oui. Mais j'avais attribué cela au stress de l'ouverture de son nouveau restaurant phare à Chicago. J'ouvris notre calendrier partagé sur mon téléphone, remontant 6 mois en arrière. Les voyages d'affaires de Richard étaient passés de visites mensuelles routinières à presque chaque week-end. Il y avait des dîners clients sans fin et des séances de gym à des horaires bizarres. En regardant le schéma maintenant avec un regard neuf, c'était d'une évidence flagrante. La réalisation me frappa comme un coup physique. Richard voyait quelqu'un d'autre. Puis vinrent les larmes, chaudes, soudaines et inattendues. Je n'avais pas pleuré depuis des années, pas depuis l'enterrement de mon père. Je m'accordais exactement 5 minutes. Réglant le minuteur sur mon téléphone. 5 minutes pour ressentir la douleur, la trahison, l'humiliation totale. Quand l'alarme sonna, j'essuyai mes yeux. Refis mon maquillage et fis exactement ce pourquoi j'avais été formé. Je commençai à rassembler les éléments de preuve. À midi, j'avais accédé à nos comptes joints et découvert plusieurs charges très intéressantes. Des chambres d'hôtel ici même à Manhattan. Pourquoi aurait-il besoin d'un hôtel alors que nous avions un Pantouse à Tribeca à 15 minutes? En Uber? Des achats de bijoux coûteux chez Cartier que je n'avais certainement jamais reçus. Des dîners dans des restaurants intimes éclairés aux chandelles les soirs où il me disait qu'il travaillait tard. Les preuves s'accumulaient. Chaque nouvelle découverte ressemblait à une coupure de papier au cœur. La pièce la plus accablante arriva quand je sortis nos relevés téléphoniques. Richard avait une ligne secondaire dont je ne savais rien. Montrant des centaines de textos et d'appels vers exactement le même numéro. Je ne pouvais pas accéder au contenu des messages. Je n'étais pas ce genre d'avocate, mais le schéma était définitif. J'étais sur le point d'appeler le cabinet de Gallagher quand mon téléphone bipa avec un nouvel email. C'était de Martin Gallagher lui-même. Demandant une réunion demain après-midi pour discuter des termes d'un accord de séparation.
Juin était une proposition de règlement préliminaire qui fit bouillir mon sang. Richard m'offrait notre appartement de Tribeca et une modeste pension alimentaire pour 5 ans. En échange, je devais renoncer à tous droits sur ces entités commerciales, qui constituaient la grande majorité de nos biens matrimoniaux. C'était une insulte, non seulement financière, mais personnelle, après 13 ans. Après l'avoir soutenu pendant les débuts difficiles de son entreprise. Après avoir examiné chaque bail et contrat fournisseur alors qu'il étendait son empire de restaurant, c'était ce qu'il pensait que je valais. Je souris pour la première fois ce jour-là. Un sourire dangereux et tranchant qui aurait averti quiconque me connaissait bien de commencer à courir. Richard avait oublié quelque chose d'absolument crucial. Avant de devenir sa femme, nous avions signé un accord prénuptial. C'était un document que moi, naïve jeune femme de 20 ans, n'avais pas pleinement saisi. Mais que moi, avocate en contrat de 33 ans, savais contenir une clause d'infidélité très intéressante. Je répondis à l'email de Gallagher, acceptant la réunion, mais insistant pour qu'elle se tienne dans ses bureaux plutôt qu'à l'endroit neutre qu'il avait suggéré. Puis j'initiai mes propres préparatifs, commençant par un appel à notre banque pour geler les transferts importants que Richard avait tenté d'effectuer depuis nos comptes d'investissement joints ce matin même. Ce soir-là, je retournai dans notre pentouse pour la première fois depuis l'appel téléphonique. L'espace semblait différent, plus vide, malgré les preuves minimales de son départ. Sa montre préférée manquait sur la table de chevet, ainsi qu'une fraction de ses costumes dans le dressing. Son ordinateur portable avait disparu de son bureau. Mais il avait laissé la majeure partie de ses affaires. Peut-être confiant qu'il reviendrait les chercher à sa convenance. Je marchais lentement à travers chaque pièce, regardant notre vie partagée à travers une nouvelle lentille cynique. Des photos de vacances et des souvenirs encadrés bordaient le couloir. Marqueur visuel d'une relation que je pensais vraiment durer pour toujours. Avait-il été misérable tout ce temps? Était-ce un développement récent? Une crise de la quarantaine enveloppée dans l'excitation fraîche d'une femme plus jeune. Dans son bureau, je trouvais ce que je cherchais. Un petit coffre-fort mural caché derrière une œuvre d'art abstraite. La combinaison était la même que le jour où nous l'avions achetée. La date où nous nous étions rencontrés. À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents, dont notre accord prénuptial original. Je le sortis soigneusement, m'assis à son bureau et commençai à le lire. Le langage était dense et juridique, mais la clause pertinente était cristalline. En cas d'infidélité matrimoniale probable de l'une ou l'autre partie, l'époux lésé aurait droit à 50% de tous les actifs commerciaux acquis par l'époux infidèle pendant le mariage, supplantant toute division standard des biens matrimoniaux. Richard avait insisté sur cette clause, convaincu que sa femme beaucoup plus jeune finirait par s'égarer. Le souvenir de son sourire condescendant quand il me l'avait expliqué me fit brûler un charbon ardent de colère dans la poitrine. C'est juste une sauvegarde, Alex. Pour nous deux. Mais nous savions tous les deux que c'était né de sa propre insécurité. Sa peur qu'une jeune femme de 20 ans succombe à la tentation de quelqu'un de son âge. L'ironie était presque poétique. Le mécanisme même qu'il avait conçu pour protéger son empire allait être sa perte. Je dormis dans la chambre d'amis cette nuit-là, incapable d'affronter notre lit king size. Avant d'éteindre la lumière, j'envoyai un texto au numéro mystère des relevés téléphoniques secrets de Richard. Nous devons parler de Richard. Puis j'éteignis mon téléphone et dormis bien plus profondément que je n'en avais le droit. Le lendemain matin, je m'habillai comme si j'allais à la guerre. Je choisis un tailleur gris anthracite que Richard disait toujours me donner un air intimidant. Je l'assortis à des boucles d'oreilles en émeraude qui allaient avec mes yeux et à la montre vintage de ma grand-mère pour la chance. Je rassemblai mes documents, l'accord prénuptial, les miettes financières, les données téléphoniques. Les glisser dans ma mallette en cuir et me diriger vers le centre-ville vers le cabinet d'avocat de Martin Gallagher. La réceptionniste de Gallagher sembla troublée quand je donnai mon nom. « Oh, Madame Sterling, nous ne vous attendions pas avant 15 heures.
J'ai décidé de venir tôt, dis-je, offrant un sourire qui n'atteignit pas mes yeux. Martin est-il disponible? C'est assez urgent. Elle hésita, puis prit son téléphone, murmurant trop bas pour que je comprenne. Après un moment, elle hocha la tête. Il peut vous recevoir maintenant. Par ici. En entrant dans le vaste bureau d'angle de Martin Gallagher, je le vis se lever de son bureau. Une main tendue en guise de salutation. C'était un homme mince avec des lunettes à monture fine. Son apparence douce démentant complètement sa réputation de boucher corporate. Madame Sterling, je présume. Je suis Martin Gallagher. Son ton était professionnel, mais teinté d'une légère trace de pitié. Oui, je suis l'épouse, confirmai-je. Posant ma mallette sur son bureau avec un bruit sourd définitif. Au moment où les mots sortirent de ma bouche, quelque chose changea dans l'expression de Gallagher. La couleur quitta légèrement son visage. Sa main tendue se figea en l'air quand la réalisation le frappa. Vous êtes Alexandra Davis de Wentworth et Davis. Sa voix perdit sa cadence régulière. L'arrogance confiante s'évapora, remplacée par une incertitude soudaine. Je souris, tendant ma propre main. C'est exact. Je crois que nous étions de côtés opposés de la table des négociations l'année dernière pour le développement commercial de Hudson Yard. Petit monde, n'est-ce pas? Martin Gallagher, l'un des litigateurs corporate les plus craints de Manhattan, avala difficilement. Sa main trembla légèrement quand il serra la mienne. À cet instant précis, je sus que je tenais toutes les cartes. Richard avait fait un calcul fatal. Il avait oublié que sa femme n'était pas une mondaine sans défense. Elle était une avocate sur la voie du partenariat spécialisé dans les mêmes contrats qu'il essayait d'utiliser contre elle. Gallagher me fit signe de m'asseoir. Ses mouvements raides tandis qu'il reculait derrière son bureau. Les fenêtres du sol au plafond derrière lui montraient le quartier financier. Mais ses yeux étaient entièrement fixés sur la femme qui n'était soudainement plus la femme au foyer. Facilement manipulable pour laquelle il s'était préparé. Je dois admettre, Mademoiselle Davis Sterling va bien, l'interrompis-je. Gardant un ton agréable mais ferme. Ou Alex si vous préférez. Nous sommes collègues après tout. Il hocha rapidement la tête, recalibrant sa stratégie. Alex alors, c'est inattendu. Richard a négligé de mentionner votre statut professionnel. J'imagine qu'il y a pas mal de choses que Richard a négligé de mentionner. J'ouvris les fermoirs de ma mallette et sortis un dossier en manille. Le plaçant précisément au centre de son bureau poli. J'ai apporté une copie de l'accord prénuptial décrivant les paramètres exacts de la dissolution de notre mariage. Le visage de Gallagher resta soigneusement neutre, mais je vis le resserrement autour de ses yeux. J'ai une copie ici, dit-il, tapotant un dossier bleu à sa droite. Je n'en doute pas. Cependant, je suis curieuse de savoir si Richard a attiré votre attention sur la section 7. Paragraphe 3. Je fis glisser ma copie sur le bureau, ouverte à la page pertinente. La clause d'infidélité surlignée en jaune vif et sans excuse. Alors que Gallagher lisait, je regardais son visage passer par la confusion. La compréhension et enfin la pure alarme. Il me regarda, puis baissa à nouveau les yeux sur le document. Comme s'il espérait que les mots s'étaient magiquement réarrangés. C'est très spécifique, parvint-il enfin à dire. En effet, Richard était assez catégorique sur cette clause quand nous nous sommes mariés. Il était terriblement inquiet que sa jeune épouse puisse être tentée de s'égarer. J'offris un sourire fin comme une lame de rasoir. Oh, l'ironie du destin. Gallagher retira ses lunettes et se pinça l'arête du nez. Alex? Je suis certain que nous pouvons parvenir à un arrangement raisonnable sans invoquer j'ai apporté. Des preuves, l'interrompis-je en douceur, plaçant un second dossier sur le bureau. Relevé de cartes de crédit, factures d'hôtel, journaux téléphoniques. Et ce matin même. J'ai reçu une réponse très éclairante à un texto que j'ai envoyé à un numéro avec lequel mon mari communique assez régulièrement. Je sortis mon téléphone et le posai face visible sur le bureau, affichant le message qui m'avait accueilli quand je m'étais réveillé.
Qui est-ce? Richard m'a donné ce numéro pour les urgences. C'est Véronica. Gallagher fixa le téléphone, puis la pile de preuves. Il avait l'air physiquement malade. Peut-être devrions-nous reporter cette réunion. J'ai besoin de consulter mon client. Bien sûr, dis-je, récupérant mon téléphone mais laissant les dossiers sur son bureau. J'attendrai. Ce n'est pas nécessaire. Je peux vous appeler quand j'attendrai, répétai-je, ma voix ne laissant aucune place à l'argument. Je m'installai plus profondément dans mon fauteuil et croisai les jambes. Ça ne prendra pas longtemps. Gallagher hésita, hocha la tête par à coups et prit son téléphone de bureau. Il tourna légèrement le dos en composant le numéro. Mais j'entendis parfaitement son côté de la conversation. Richard, nous devons parler tout de suite. Une pause. Non, ça ne peut pas attendre. Une autre pause, plus longue cette fois. Ta femme est ici? Oui. Elle est assise dans mon bureau. Il écouta un moment, son visage s'assombrissant. Richard, as-tu jamais vraiment lu ton propre accord prénuptial? Celui que tu as insisté pour avoir? La réponse devait être non, car Gallagher ferma brièvement les yeux de douleur. Il y a une clause d'infidélité. 50% de tous les actifs commerciaux acquis pendant le mariage. Même de l'autre côté du bureau. J'entendais la réaction explosive de Richard résonnant dans l'écouteur. Gallagher éloigna le téléphone de son oreille un instant avant de répondre. Oui, elle a des preuves. Une montagne, d'après ce que je vois. Une autre pause. Ça ne marche pas comme ça, Richard. Tu ne peux pas simplement. Il fronça profondément les sourcils. C'est une avocate en contrat corporate. Tu le savais. Un long silence lourd. Je vois. Eh bien, ça complique énormément les choses. Quand il raccrocha enfin, Gallagher me regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la révérence. Richard est en route. Il aimerait te parler en privé. Je suis sûr qu'il le voudrait. Je rassemblai mes dossiers de preuves et les remis dans ma mallette. Malheureusement pour lui, ça ne marche plus comme ça. Toute communication passe par moi. Souviens-toi de ces mots, pas des miens. Alex, s'il te plaît, sois raisonnable. 13 ans de mariage méritent au moins une conversation. 13 ans de mariage méritaient mieux qu'un appel téléphonique pour y mettre fin. Je ripostai. Sentant un éclair de la douleur brute que j'avais gardée enfouie sous mon armure professionnelle. Richard a fait son choix. Maintenant il doit en assumer les conséquences. Nous restâmes assis dans un silence tendu et agonisant pendant 20 minutes avant que la porte du bureau ne s'ouvre pratiquement en volant. Richard fit irruption. Son apparence habituellement impeccable, costume italien sur mesure. Cheveux parfaitement coiffés ou étaient légèrement ébouriffés. Il s'arrêta net quand il me vit, comme s'il était vraiment choqué que j'aie l'audace d'être là. Ses yeux, ce brin chaleureux qui faisait autrefois bondir mon cœur, étaient maintenant froids. Frénétiques et épuisés. Alex, juste mon nom, plat et dépourvu d'émotion. Richard. Je restai assise, refusant de laisser sa présence physique me déstabiliser. Il se tourna vers Gallagher. Laisse-nous la pièce. L'avocat parut immensément soulagé d'échapper à la zone d'explosion. Saisissant précipitamment un bloc-notes. Je serai dans la salle de conférence quand tu seras prêt. Dès que la porte se referma avec un clic, Richard arpenta jusqu'à la fenêtre, me tournant le dos. C'est un coup bas, même pour une avocate. Utiliser une faille juridique pour essayer de voler la moitié du travail de ma vie. Une faille juridique? Répétai-je, une incrédulité sincère tintant ma voix. Tu veux dire la clause exacte que tu as insisté pour que nos avocats rédigent? Celle conçue pour te protéger de moi? Il pivota, la mâchoire serrée. C'était différent. Comment? Parce que tu n'imaginais jamais que ce serait moi qui l'appliquerais. Je me penchai en avant. Ou parce que tu ne pensais pas que je découvrirais Véronica? Ses yeux s'agitèrent de panique au son de son nom, confirmant tout. Comment sais-tu pour elle? Peu importe. Ce qui importe, c'est que tu as rompu notre contrat,
Richard. À la fois le contrat matrimonial et le contrat légal. Il passa une main dans ses cheveux sombres, maintenant parsemés de gris aux tempes. Un geste si familier qu'il me fit mal à la poitrine. Écoute, je sais que tu es sous le choc. J'ai mal géré hier, mais nous pouvons être raisonnables à ce sujet. Raisonnable? Ricanai-je. Ma voix montant malgré mes efforts pour rester glaciale. Comme avoir ton chien d'attaque m'informer de mon divorce. Comme essayer de vider nos comptes d'investissement joints pendant que j'étais au bureau. Ce genre de raisonnable? J'étais en colère, admit-il, s'effondrant dans le fauteuil vide de Gallagher. Ces dernières années, tu étais tellement obsédé par le partenariat. Toujours au travail, toujours en retard, émotionnellement déconnecté. Nous parlions à peine. Je le fixais, stupéfaite par son hypocrisie. Tu essaies sérieusement de me blâmer pour ton aventure? Il se pencha par-dessus le bureau. Son expression s'adoucissant dans ce sourire charmant et juvénile qui faisait autrefois fléchir mes genoux. Alex, chérie, nous nous sommes éloignés. Ça arrive. Mais nous pouvons régler ça à l'amiable. L'offre que j'ai envoyée est généreuse. Généreuse. Je craquai. Le volume montant malgré mes meilleurs efforts. 20% de ce qui m'est légalement dû n'est pas généreux, Richard. C'est une insulte. Cet accord prénuptial n'était jamais censé être utilisé comme une arme comme ça, argumenta-t-il. La frustration s'infiltrant dans son ton. C'était une formalité. Alors tu n'aurais pas dû le signer. Je me levai, saisissant ma mallette par la poignée. Ou mieux encore, tu n'aurais pas dû tromper. Dans tous les cas, l'ère des négociations directes est terminée. Comme tu l'as dit, à partir de maintenant, toute communication passe par les avocats. Richard se leva aussi. Sa taille lui permettant de me dominer. Une tactique d'intimidation physique qu'il utilisait sur les fournisseurs quand les négociations stagnaient. Ne fais pas ça, Alex. Tu le regretteras. Je ne bronchais pas. Je le regardais droit dans les yeux. Non, Richard. C'est toi qui vas regretter d'avoir supposé que j'étais encore cette naïve jeune fille de 20 ans qui ne comprenait pas ce qu'elle signait. Alors que je me tournais vers la porte, il attrapa mon bras. Attends, juste attends. Sa voix perdit son tranchant agressif. Elle semblait presque suppliante. Que veux-tu? Dis-moi juste ton chiffre et faisons disparaître ça. Pendant une fraction de seconde, je m'autorisais à imaginer lui dire ce que je voulais vraiment. Je voulais que rien de tout cela ne soit arrivé. Je voulais que l'homme que j'avais aimé pendant une décennie ne m'ait pas trahi. Je voulais que la vie que nous avions construite ne soit pas en cendres. Mais cette ligne temporelle était partie. Je veux exactement ce qui m'est dû selon le contrat que tu as rédigé. Dis-je doucement mais fermement en retirant sa main de mon bras. 50% de tous les actifs commerciaux acquis pendant le mariage et un partage équitable de nos biens. Immobilier personnel. Ça inclura le groupe de restaurants. Il protesta. Nous sommes en pleine expansion massive. Chicago, Miami. Tu aurais dû penser à l'impact financier de ta libido avant de commencer à coucher avec une jeune femme de 22 ans. Je terminai pour lui, regardant toute couleur quitter son visage à la précision de mes informations. Comment pensais-tu que ça se terminerait, Richard? Pensais-tu vraiment que j'allais juste prendre les miettes que tu avais balayées de la tablée? Disparaître tranquillement? La porte grinça avant qu'il ne puisse répondre. Gallagher planait dans l'embrasure, l'air très mal à l'aise. J'ai cru entendre des voix élevées. Tout va bien ici? Parfait timing, dis-je en passant devant lui dans le couloir. Nous en avons fini ici. Richard a quelques décisions commerciales existentielles à prendre. Et j'ai une déposition à 16 heures à préparer. En m'arrêtant au niveau des ascenseurs, je lançai par-dessus mon épaule. J'attends une proposition de règlement révisée d'ici la fin de la semaine, monsieur Gallagher. Une qui reflète pleinement les termes de notre accord prénuptial. Je sortis sans me retourner. Gardant une posture rigide jusqu'à ce que les portes en acier inoxydable de l'ascenseur se
Referme, m'enfermant dans l'intimité. Ce n'est qu'alors que mes épaules s'affaissèrent. Ma façade corporate soigneusement construite craqua sous le poids pur de ce qui venait de se passer. Le Richard que je pensais connaître, l'homme qui avait payé mes études de droit, célébré ma première grande affaire, construit une vie avec moi, était parti? S'il avait jamais vraiment existé. Mon téléphone vibra. Un texto de Sophie. Comment ça s'est passé? As-tu besoin de renfort? Je parvins à un faible sourire devant sa férocité. Réunion terminée. Je rentre au bureau. Je te brieferai. Quand je rentrai dans Wentworth et Davis, Thomas Wentworth m'attendait dans mon bureau. Son visage distingué grisonnant était marqué d'une inquiétude sincère. Thomas, approchant les 60 ans, avait été mon mentor depuis mon premier stage d'été. C'était lui qui m'avait orienté vers le droit des contrats corporate et avait défendu ma promotion. Au partenariat. Sophie m'a dit ce qui s'est passé, dit-il en se levant quand j'entrai. Je suis incroyablement désolé, Alex. Je laissai tomber ma mallette et m'enfonçai dans mon fauteuil. Sentant soudain le poids de 1000 nuits sans sommeil. Merci. Ça a été 24 heures très instructives. Tu as besoin d'une représentation. Je connais un tueur absolu en droit familial. Je m'en occupe moi-même, l'interrompis-je, puis adoucis mon ton. Mais merci. Je l'apprécie. Thomas m'étudia un long moment. Alex, ce n'est pas juste une autre fusion corporate. C'est ton mariage, ta vie. Un peu de distance émotionnelle pourrait être bénéfique ici. Je secouai la tête. Richard a transformé ça en transaction commerciale dès qu'il a essayé de me frauder de mes actifs. L'ego. Je ne laisserai pas mon chagrin personnel m'empêcher de négocier un règlement équitable. Et après? Demanda doucement Thomas, quand les papiers seront signés et les actifs divisés. Que se passera-t-il? C'était une question que je ne m'étais pas autorisé à envisager. Après 13 ans en tant que moitié de Richard. Qui étais-je seul? À quoi ressemblerait ma vie sans sa force gravitationnelle? Je ne sais pas, admis-je, l'honnêteté brute me surprenant. Je suppose que je le découvrirai quand l'encre sera sèche. Thomas hocha la tête, tapotant mon épaule en se dirigeant vers la porte. Tu es plus forte que tu ne le penses, Alex. Tu l'as toujours été. Il s'arrêta dans l'embrasure. Prends le reste de la journée. La fusion Vanguard peut attendre. Laissé seul, mes yeux dérivèrent vers la photo de mariage sur mon bureau. Je la gardais là comme rappel de mes racines. De la personne qui croyait en moi quand j'étais juste une réceptionniste avec de grands rêves. Je la pris, traçant le visage souriant de Richard avec mon pouce. M'avait-il jamais vraiment aimé? Ou n'étais-je qu'un trophée impressionnant et malléable à montrer à ses investisseurs? Mes pensées furent interrompues par un autre texto du numéro inconnu. C'est Véronica. Pouvons-nous nous rencontrer? Il y a quelque chose que tu dois savoir sur Richard. Je fixai l'écran, mon pouce accélérant. C'était la maîtresse de Richard. La femme qui avait aidé à faire exploser mon mariage me contactait directement. Mon premier instinct fut de bloquer le numéro. Que pouvait-elle dire que j'avais besoin d'entendre? Mais l'avocate en moi voyait un levier potentiel. L'information était le pouvoir. Après une longue minute, je tapai en retour le café du Conservatory Garden, Central Park. Demain à 13 heures. Ce soir-là, je commençais le processus douloureux de démêler ma vie de la sienne. Je déplaçais ses vêtements restants dans la chambre d'amis. Supprimer nos playlists Spotify partagées et le retirer comme contact d'urgence. Chaque action ressemblait à trancher une artère, me laissant à la fois plus légère et dangereusement détachée. Dans le bureau, je trouvai une photographie qui me coupa le souffle un instant. C'était Richard et moi à l'inauguration de son tout premier restaurant de luxe, Sterling & Davis. Une fusion de nos noms. J'irradiais de fierté, mon bras autour de sa taille. Cette nuit-là, il avait levé un verre devant l'élite de Manhattan. Portant un toast à ma brillante épouse, sans qui rien de tout cela n'existerait. Le restaurant avait prospéré.
évoluant en un groupe hôtelier qui possédait maintenant 8 emplacements premium dans 3 États. Et j'avais été là à chaque étape. J'avais examiné les baux commerciaux, optimisé leurs contrats fournisseurs et même conceptualisé le thème moderne américain de la firma. La table qui était devenue sa signature. De bien des façons tangibles, l'empire de Richard avait été construit sur mon travail invisible. Je posais la photo, une nouvelle détermination froide se cristallisant dans ma poitrine. Ce divorce n'était pas seulement une question d'extraire une compensation légale. Il s'agissait de le forcer à reconnaître mon rôle fondamental dans l'empire que nous avions construit ensemble. Il avait peut-être oublié mes contributions. Mais j'allais m'assurer que le règlement les reflète à la lettre. Le lendemain, je m'habillai soigneusement pour ma rencontre avec Véronica. Je choisis un simple chemisier en soie crème coûteux et un pantalon sur mesure au lieu de mon tailleur habituel comme une armure. Ce n'était pas une déposition. C'était quelque chose de bien plus compliqué. J'arrivai au café 10 minutes en avance, sécurisant une table calme dans un coin. Exactement à 13 heures, une jeune femme entra, regardant nerveusement autour d'elle. Elle était magnifique. Une grande blonde naturelle avec ce genre de beauté sans effort qui fait tourner les têtes dans la rue. Elle ne pouvait pas avoir plus de 22 ans, exactement l'âge que j'avais quand j'ai rencontré Richard. Nos regards se croisèrent et je vis un éclair de reconnaissance. Elle redressa les épaules et s'approcha, sa confiance semblant se reconstruire à chaque pas. « Alexandra » demanda-t-elle, sa voix plus douce et plus sudiste que je ne l'avais imaginé. « Véronica » confirmai-je, faisant signe à la chaise en face de moi. « Assieds-toi, je t'en prie. » Elle se glissa sur le siège. Ses doigts tordant nerveusement la sangle de son sac à main de créateur. Un Prada de la nouvelle collection. Je le reconnus instantanément. Richard m'avait acheté exactement le même pour Noël. Le même Noël où il cultivait apparemment cette nouvelle relation. « Merci de me rencontrer » commença-t-elle, ses yeux bleus brillants rencontrant les miens. « Je sais que ça doit être bizarre. » « C'est un euphémisme, dis-je, gardant un ton complètement plat. « Tu as dit qu'il y avait quelque chose que je devais savoir. » Véronica prit une inspiration tremblante. « Il t'a menti, évidemment. Mais il m'a menti aussi. » Elle ouvrit son sac Prada et sortit une petite pile de papiers, les plaçant sur la table entre nous. « Il m'a dit que vous étiez déjà séparés, que vous aviez convenu d'un divorce il y a des mois. Mais que vous le gardiez secret à cause de ses investisseurs. » Une nouvelle vague de dégoût me submergea, mais mon visage resta parfaitement immobile. Quand ça a-t-il commencé? Il y a 6 mois. Je travaillais comme hôtesse au nouveau site d'Austin pendant son ouverture. Richard était là-bas pour 2 semaines pour superviser le lancement. Ses joues rougirent d'un rose foncé. Il était charmant, attentionné. Il me faisait sentir que j'étais la personne la plus spéciale de la pièce. Il disait que j'avais du potentiel corporate. Le calendrier correspondait parfaitement à sa soudaine augmentation de voyage d'affaires. « Et tu l'as cru sur la séparation ?» Elle hocha la tête, baissant les yeux sur ses mains. Il m'a même montré les papiers. Ce qu'il appelait les dossiers de divorce préliminaire que vous aviez tous les deux signés. Elle poussa la pile de papiers vers moi. Ceux-ci. Je les pris, reconnaissant instantanément ce qu'ils étaient. C'étaient des brouillons standards de fournisseurs commerciaux. Mais il avait agrafé des pages de signature d'anciens documents fiscaux sans rapport au DOS. C'était une contrefaçon maladroite et amateur qui ne tiendrait pas 10 secondes dans un tribunal. Mais c'était plus qu'assez pour convaincre une jeune fille qui voulait y croire. Il m'a fait venir à New York il y a 3 mois, continua Véronica. Il m'a installé dans un appartement de luxe à Chelsea. A promis de m'aider à signer avec une agence de mannequins. Sa voix durcit légèrement. Mais ensuite j'ai commencé à remarquer des choses. Il ne m'emmenait jamais dans certains restaurants. Il ne me présentait jamais à son cercle proche. Il avait toujours une excuse pour que je ne puisse pas voir son endroit à Tribeca. Parce qu'il était toujours très marié et vivait avec sa femme. Je terminai en mettant les papiers contrefaits de côté. Elle hocha la tête, retenant ses larmes. J'ai découvert la vérité hier après que tu m'as texté.
J'ai fait des recherches en ligne. J'ai trouvé des articles de société sur vous deux assistant à des galas caritatifs ensemble il y a quelques semaines à peine. Elle leva les yeux, son visage un mélange de honte et de colère brute. Je me sens si stupide. Malgré tout, une étincelle de sympathie sincère s'alluma dans ma poitrine. Elle n'était qu'une gamine manipulée par un homme riche et puissant 2 fois son âge. Tu n'es pas la première femme que Richard a complètement éblouie. Et tu ne seras probablement pas la dernière. Y en a-t-il d'autres à part moi? Ses yeux s'élargirent. Pas à ma connaissance, dis-je. Mais il m'a enchanté exactement de la même façon quand j'avais ton âge. La tête de Véronica se redressa brusquement. Tu avais mon âge quand tu l'as rencontré? J'avais 20 ans, confirmai-je, faisant signe au serveur pour commander un café noir. Je n'avais pas prévu d'être vulnérable avec cette femme, mais son honnêteté brutale me désarma. J'étais réceptionniste dans une firme de relations publiques. Il avait 31 ans, déjà réussi, confiant, charmant. Comme si tu étais la seule personne dans la pièce qu'il pouvait même voir, termina Véronica. Un sourire triste et entendu sur les lèvres. Exactement. Le serveur apporta mon café et Véronica commanda un thé glacé. Quand il partit, elle se pencha en avant. Alors, que s'est-il passé? Comment es-tu passé de réceptionniste à... Elle fit vaguement un geste vers ma Rolex et ma soie. Mesure, les marqueurs évidents d'un style de vie de haut niveau à Manhattan. En partie grâce à Richard. J'admis qu'il m'avait encouragé à terminer mon diplôme. Il a payé mes frais de scolarité, m'a soutenu pendant mes études de droit. Il était incroyablement fier de mon ambition. Je remuai mon café, regardant le liquide sombre tourbillonner. Ou du moins c'est ce que je pensais. Il parlait de toi parfois, dit doucement Véronica. Il disait que tu étais brillante, mais que tu étais devenue froide. Que tu étais trop obsédée par ta carrière pour te soucier de lui. Les mots piquèrent, même venant d'elle. Et j'imagine qu'il se peignait comme le mari tragique négligé. Elle hocha la tête, l'air profondément embarrassé. Il disait que vous n'aviez pas été intime depuis plus d'1 an. Que vous étiez essentiellement juste des colocataires. Elle tordit l'emballage de sa paille. Je suppose que c'était un mensonge aussi. Ça l'était, dis-je simplement, laissant cela ainsi. Certains détails de mon mariage étaient encore trop sacrés pour être autopsiés sur une table de café. Avec sa maîtresse. Il semble que Richard soit très doué pour fabriquer des récits commodes pour nous deux. Une pause calme s'installa sur la table. Je pris le moment pour la regarder vraiment. Elle était belle, oui. Mais il y avait une intelligence vive derrière ses yeux qui suggérait qu'elle était bien plus que là. Stéréotype d'un mannequin aspirant entretenu par un homme plus âgé riche. Que veux-tu de cette rencontre, Véronica? Demandai-je enfin. Tu as dit que tu avais des choses que je devais savoir. Mais tu as surtout juste confirmé mes soupçons existants. Elle redressa sa colonne vertébrale, poussant son thé glacé de côté. J'ai des historiques de textos, des emails, des reçus de cartes de crédit. Tout documentant notre relation au cours des 6 derniers mois. Je veux que tu les aies. Elle plongea dans son sac Prada et sortit une clé USB argentée. La plaçant précisément à côté de ma tasse de café. Il nous a menti à tous les deux. Il nous a utilisés tous les deux. Je ne veux pas qu'il s'en sorte comme ça. Je fixai le petit morceau de métal. Consciente de sa valeur thermonucléaire dans mes procédures de divorce. Avec ces données. Richard n'aurait pas une seule jambe sur laquelle s'appuyer pour contester l'accord prénuptial. C'était la balle en argent. Pourtant, j'hésitais. Pourquoi m'aides-tu? Tu ne me dois rien. L'expression de Véronica devint remarquablement froide. Parce qu'hier, après que je l'ai confronté sur le fait qu'il était toujours marié avec toi. Il m'a dit que j'étais juste une distraction amusante et que je devais être réaliste sur ma place. Dans le monde. Puis il m'a offert un rachat pour disparaître tranquillement. Sa voix craqua juste un peu. Il m'a traité comme une crise de relations publiques à gérer. Pas un être humain à qui il disait je t'aime depuis 6 mois.
Ce calcul corporate glacial ressemblait exactement au Richard que j'avais affronté dans le bureau de Gallagher. Pas l'homme que je pensais avoir épousé. Mais l'homme qu'il avait apparemment toujours été sous le charme. Je suis désolé, dis-je. Et je le pensais vraiment. Tu ne méritais pas ça. Elle haussa les épaules, essayant de projeter une façade dure, bien que son menton tremblât. Je survivrai. Je suis jeune, comme il me le rappelait constamment. Mais toi et moi méritons mieux que son. Elle poussa la clé USB plus près de moi. Prends-la. Utilise-la. Fais-lui mal. Je pris la clé, refermant mes doigts autour. Merci. Ça garantit mon dossier. Bien. Elle prit une longue gorgée de son thé. Alors, que se passe-t-il maintenant avec le divorce? Je veux dire, qu'est-ce que tu vas chercher? Je négocie depuis une position de levier absolu, expliquai-je, glissant la clé dans mon sac. Avec ces preuves, Richard n'a pas le choix d'accepter mes termes. Et ces termes incluent la moitié de sa compagnie? Demanda-t-elle, une note de Purao dans la voix. 50% de tous les actifs commerciaux acquis pendant le mariage, corrigeai-je. Ce qui inclut le groupe de restaurants, la société de détention d'immobilier commercial et plusieurs portefeuilles d'investissement. Elle siffla doucement. Pas étonnant qu'il ait eu l'air d'être sur le point de vomir quand je lui ai dit que je te rencontrais. Il va perdre une fortune. Il aurait dû intégrer ça dans son évaluation des risques avant de baisser son pantalon, dis-je. Plus tranchante que je ne l'avais voulu. J'adoucis mon ton. Mais ce n'est pas une question de vengeance, Véronica. Il s'agit de sécuriser ce que j'ai légalement gagné après 13 ans à construire ces entreprises à ses côtés. Véronica hocha pensivement la tête. Si ça signifie quelque chose. Je pense que tu gères ça avec bien plus de classe que quiconque le ferait. Elle hésita, puis ajouta, parfois il me montrait des photos de toi au gala caritatif. Tu avais toujours l'air si puissante. Honnêtement, tu m'intimidais terriblement. Ça tira un vrai rire de moi. Tu as 22 ans et tu es magnifique. Si quelqu'un devrait se sentir intimidé, c'est moi. La beauté s'estompe, dit-elle, affichant une profondeur surprenante de maturité. Mais ce que tu as construit pour toi-même. Ta carrière, ta réputation. C'est du pouvoir réel. Elle saisit son sac, se préparant à partir. Je devrais y aller. J'ai un casting en centre-ville. Qu'est-ce qui t'attend maintenant? Demandai-je, sincèrement curieuse. Je retourne à Austin. Ma sœur y vit. Je vais recommencer. Elle se leva, lissant sa jupe. Peut-être que je vais enfin retourner à l'école. J'ai toujours voulu étudier le design d'intérieur. Tu devrais, l'encourageai-je, me souvenant de mon propre parcours. Il n'est jamais trop tard pour se réinventer. Elle sourit, un vrai sourire brillant qui transforma son visage. Merci de m'avoir rencontré, Alex. Pour ce que ça vaut, je pense que Richard a fait une erreur catastrophique en te laissant partir. Après son départ, je restais seul avec mon café froid, traitant le tournant bizarre que la matinée avait pris. J'étais entré en me préparant à affronter une ennemie. Au lieu de cela, j'avais rencontré une autre victime de l'ego de Richard. Circonstances différentes, même manipulation. Je retournai à mon bureau pour trouver 3 messages vocaux frénétiques de Martin Gallagher. Apparemment, Richard lui avait ordonné de pivoter vers une stratégie entièrement nouvelle. Au lieu de l'offre insultante initiale, Richard proposait maintenant un partage presque 50-50e de nos actifs personnels. Bien qu'il essayât encore désespérément de protéger son equity commercial. Ce n'était pas assez, et nous le savions tous les deux. J'appelai Gallagher immédiatement. J'ai acquis des preuves supplémentaires confirmant l'infidélité de Richard, lui dis-je. Sautant les plaisanteries. Documentation numérique complète couvrant les 6 derniers mois. Je suis prête à avancer avec l'exécution complète de l'accord prénuptial. Y compris la clause d'infidélité. Il y eut un long silence vaincu sur la ligne. Je vois. Gallagher soupira.
Peut-être devrions-nous discuter d'un cadre de règlement global avant que cela n'escalade en litige. Je pense que ce serait hautement prudent de votre part, Martin. J'aurai mes termes rédigés et sur votre bureau demain matin. Ce soir-là, je commençais à reprendre ma vie en main. J'avais des déménageurs emballé mes affaires personnelles du Penthouse de Tribeca Alley. Relocalisé dans une location de luxe que j'avais sécurisée à Brooklyn Heights. J'avais besoin d'une zone neutre. Un espace où le fantôme de Richard ne rôdait pas dans les moulures. Le nouvel appartement était élégant, moderne et complètement à moi. Après avoir déballé l'essentiel, je m'assis à la table à manger immaculée avec mon ordinateur portable, rédigeant les termes du règlement. Je travaillais méthodiquement, m'assurant que chaque détail était étanche. Chaque exigence était soutenue par l'accord prénuptial et la loi matrimoniale de l'État de New York. À minuit, le document était impeccable. Il était équitable, mais absolument impitoyable. Je demandais exactement ce qui était à moi. Pas de vindicte, mais absolument aucun compromis. Je recevrais 50% du groupe de restaurants. 50% de l'immobilier commercial et un partage égal de nos actifs liquides. Richard conserverait assez d'equity pour continuer à exploiter l'entreprise. Mais il serait forcé de m'inclure comme membre votant du conseil pour toutes les décisions corporate. Futur. Alors que je grimpais dans mon nouveau lit dans mon nouvel appartement, je réalisais que je ressentais quelque chose de complètement inattendu. Du soulagement. Le mariage qui avait défini toute ma vie adulte était mort. Pourtant, je me sentais plus moi-même que je ne l'avais été depuis des années. Sans la gravité écrasante de Richard, sans constamment ajuster mon orbite pour convenir à ses besoins, je pouvais enfin entendre mes propres pensées à nouveau. Les 3 semaines suivantes furent un flou de déposition, d'évaluation d'actifs et de négociations brutales. Confronté à des preuves irréfutables de son aventure et au langage en fer de son propre accord prénuptial, Richard n'eut pas le choix de capituler. Martin Gallagher, à son crédit, conseilla à son client de régler plutôt que de mener une bataille publique spectaculairement perdante au tribunal. Signer les papiers de divorce réel fut incroyablement anticlimatique. Richard et moi étions assis face à face dans la salle de conférence en verre élégante du cabinet de Gallagher. Aucun de nous ne parla au-delà des formalités légales nécessaires. Richard avait l'air épuisé. La confiance intouchable qu'il avait toujours définie était fracturée alors que nous signions tous. Les documents mettant fin à notre mariage. Je croisai son regard en tendant le stylo au notaire. Il me regardait avec une expression que je ne pouvais pas entièrement décoder. Peut-être du regret. Peut-être juste de la résignation. Quand ce fut fini, nous nous levâmes pour partir. À la porte, Richard s'arrêta. « Alex » dit-il mon nom doucement. Je me tournai, rencontrant son regard pour la dernière fois en tant que sa femme. « Je suis désolé » dit-il, les mots goûtant clairement comme de la cendre dans sa bouche. « Pas pour le divorce. Ça a été probablement inévitable. Mais pour la façon dont je l'ai géré, tu méritais mieux. » Je regardais l'homme que j'avais aimé pendant 13 ans. Essayant de relier l'entrepreneur charmant qui avait gagné mon cœur. L'homme d'affaires calculateur qui avait essayé de me voler. Et cette figure creusée debout devant moi. Oui, dis-je simplement, c'est vrai. En marchant sur la rue animée de Manhattan dans l'après-midi printanier lumineux, je me sentis comme si je posais le pied sur une nouvelle planète. Le divorce était finalisé, l'empire divisé, la guerre légale gagnée. Maintenant venait la partie vraiment terrifiante. Figurer qui était vraiment Alexandra Davis. La réponse prit forme au cours de l'année suivante. Armé de mes 50% d'equity dans le groupe de restaurants, je pris place comme membre actif du conseil. Utilisant mon expertise juridique corporate pour rationaliser leur plan d'expansion nationale. Richard fut initialement profondément ressentiment de mon implication. Mais il finit par concéder que mes contributions étaient inestimables. Alors que l'entreprise prospérait malgré notre implosion personnelle. Ma carrière au cabinet explosa. Thomas Wentworth m'offrit le poste de managing partner d'une toute nouvelle division spécialisée.
dans les contrats d'hospitalité et d'immobilier commercial, me permettant de pleinement exploiter l'expertise duale que j'avais cultivée. Le travail était épuisant, mais incroyablement gratifiant. Je construisais un empire qui était 100% à moi. Sur le plan personnel, je me fis enfin du temps pour redécouvrir la femme que j'avais enterrée à l'intérieur du mariage. Je rejoignis un club d'aviron compétitif sur la rivière Hudson. Un sport que j'aimais à l'université, mais que j'avais abandonné parce que Richard détestait les heures matinales. Je pris des cours de cuisine avancée, voyageai dans des villes qui n'intéressaient pas Richard, et me reconnectai agressivement avec des amis que j'avais négligés. 6 mois après le divorce, je reçus un email inattendu de Véronica. Elle était retournée à Austin et s'était inscrite dans un programme de design prestigieux. Joint était une photo de son premier grand projet de design d'intérieur. Un espace de vie moderne et élégant qui prouvait qu'elle avait un vrai talent. « Merci de m'avoir poussé », écrivit-elle. Parfois nous avons juste besoin de quelqu'un pour nous rappeler que nous avons de la valeur. Je souris en tapant ma réponse, sincèrement ravi pour elle. D'une manière bizarre et tordue, la trahison de Richard nous avait libérés toutes les deux. Elle l'avait libéré d'une fondation de mensonges. Et elle m'avait libéré d'une cage dont je n'avais même pas réalisé que j'étais enfermé à l'intérieur. Cette même semaine, je signai l'achat de mon appartement à Brooklyn Heights. Ce n'était pas un pantoute stérile à Tribeca, mais une magnifique brownstone d'avant-guerre avec une histoire incroyable et de la place pour respirer. En déballant quelques dernières boîtes du stockage, je trouvai la photo de la côte amalfitaine qui était autrefois sur mon bureau. Je la fixai un moment, puis la laissai tomber dans une boîte destinée au sous-sol. Je ne la jetai pas, mais je n'en avais plus besoin dans ma vie quotidienne. À sa place, j'encadrai une photographie en noir et blanc du lever du soleil sur la skyline de Manhattan, prise depuis mon bateau d'aviron sur l'Hudson. Elle représentait tout ce que ma vie était devenue. Indépendante, belle selon ses propres termes, et complètement pleine de possibilités. 1 an après l'appel catastrophique de Richard, j'assistais à l'inauguration du plus récent restaurant de notre portefeuille. Le premier que j'avais co-géré de la conceptualisation à l'exécution. L'espace dans le centre de Chicago était époustouflant, avec un éclairage chaleureux, des matériaux durables et un menu révolutionnaire entièrement issu de fermes locales du Midwest. Alors que Richard et moi travaillions étroitement sur le projet, nous maintenions une limite stricte et prudente, communiquant principalement par nos équipes de gestion. Mais à la fête de lancement VIP, nous nous retrouvâmes seuls près du bar. Isolés de la foule chaotique d'investisseurs, de critiques gastronomiques et de politiciens locaux. Richard avait l'air élégant dans un smoking sur mesure. Mais cette nouvelle usure permanente était encore visible autour de ses yeux. « Félicitations », dit-il, levant son verre de bourbon. Les critiques s'extasient déjà. Ton cadre durable de la ferme à la table est un énorme succès. Notre cadre, corrigeai-je, donnant le crédit là où il était dû. Ta vision culinaire, ma logistique de chaîne d'approvisionnement. D'un point de vue purement opérationnel, nous formons encore une équipe mortelle. Il hocha la tête, un éclair de quelque chose proche de la nostalgie traversant son visage. Il semble que nous soyons de bien meilleurs partenaires commerciaux que nous ne l'avons jamais été. En tant qu'époux. Peut-être, pris-je une gorgée de mon champagne. Ou peut-être que c'était juste le mauvais moment. Sous la mauvaise dynamique. Te demandes-tu parfois ce qui se serait passé si nous nous étions rencontrés maintenant au lieu de... Quand tu avais 20 ans, demanda-t-il soudain. Si nous avions été égaux dès le début. La vulnérabilité dans la question me prit au dépourvu. Je l'envisageais honnêtement. Je pense que nous aurions eu une chance de nous battre. Mais nous ne pouvons pas réécrire l'histoire, Richard. Il hocha la tête, son regard balayant la salle à manger bondée et scintillante. Un monument à notre ambition combinée et la pierre tombale de notre mariage. Non, mais nous pouvons en tirer des leçons. Alors qu'il s'éloignait pour saluer un critique gastronomique important de Chicago. Je réfléchis au voyage brutal de la dernière année. La douleur avait été agonisante, la trahison absolue. Mais de cette dévastation,
Une version plus forte et bien plus authentique de moi-même avait été forgée. La naïve jeune fille de 20 ans qui s'était laissée éblouir par le projecteur de Richard avait évolué en une avocate mortelle qui commandait sa propre scène. Plus tard ce soir-là, alors que j'attendais mon manteau, mon assistante Sophie s'approcha avec un sourire hautement suggestif. « Tu vois cet avocat antitrust incroyablement beau à la table 9. Il a demandé après toi toute la soirée. Thomas dit que c'est un bon gars. Divorcé, court des marathons. » Je ris, secouant la tête. « Pas ce soir, Sophie. Ce soir, c'est pour célébrer ça. » Je fis un geste vers le restaurant Prosper. Mais peut-être la prochaine fois, je réalisai avec un sursaut que je le pensais vraiment. Le divorce, qui avait semblé une exécution, était en fait une résurrection. Le succès de l'emplacement de Chicago marqua un tournant profond dans ma relation de travail avec Richard. Au cours des 6 mois suivants, nous nous installâmes dans un rythme professionnel hautement fonctionnel qui permit au groupe hôtelier non seulement de survivre à notre divorce, mais de pulvériser les projections trimestrielles. Les analystes de l'industrie qui avaient prédit que notre scission amère ruinerait l'entreprise mangeaient leurs mots. Nos compétences complémentaires, le génie culinaire de Richard, associé à ma rigueur légale et à ma restructuration corporate, créèrent un mastodonte. Les actions du groupe sont en hausse de 15% depuis la restructuration. Nota Thomas Wentworth un après-midi, posant une copie du Wall Street Journal sur mon bureau. Le divorce te va exceptionnellement bien sur ton portefeuille, Alex. Je souris, parcourant l'article louant notre récente expansion. Qui aurait cru qu'une situation d'otage légalement mandatée produirait de tels dividendes élevés? Thomas s'assit, me frappant de ce regard perçant qui en faisait un litigateur légendaire. Et personnellement, comment gères-tu? Ça ne peut pas être facile de passer autant de temps en salle de conseil avec lui. J'y pensais soigneusement. C'est éclairant, répondis-je. Regarder Richard fonctionner dans une capacité strictement professionnelle est fascinant. Il est brillant. Je l'ai toujours su, mais je vois clairement ses limitations maintenant. Des défauts dont j'étais complètement aveugle quand j'étais sa femme. Limitation. Thomas haussa un sourcil. Il résiste à l'innovation à moins qu'il ne pense que c'est son idée. Il charme pour sortir des conflits au lieu de faire le dur travail opérationnel. Je haussai les épaules. Des choses que je compensais automatiquement en tant qu'épouse. Que je gère maintenant directement en tant qu'égal. Et il accepte ça. Il n'a pas le choix. Thomas répondit à sa propre question avec un sourire fier. Le conseil soutient tes initiatives à 100%, surtout après le succès de l'acquisition de Miami. Il rit. Alexandra Davis, Titan Corporate. Tu es loin de la stagiaire d'été terrifiée que j'ai embauchée il y a une décennie. Je n'étais jamais terrifié, protestai-je, cachant un sourire. Tu étais pétrifié, corrigea Théil joyeusement. Mais tu étais implacable. C'est pourquoi j'ai parié sur toi. Il se leva, ajustant sa veste de costume. En parlant de Paris. Le gala du 30e anniversaire du cabinet est vendredi prochain à la bibliothèque publique. Tu devrais amener un cavalier. Je lui lançai un regard d'avertissement. Jouer les entremetteurs ne te va pas, Thomas. Je ne joue pas les entremetteurs. Je suggère simplement que tu pourrais vouloir une meilleure compagnie qu'une table pleine d'avocats fiscaux vieillissants. Il s'arrêta à la porte. Au fait, Jacob Simons a spécifiquement demandé si tu venais. Tu sais, le senior partner antitrust chez Simons et Associés. J'essayai de maintenir un visage impassible, bien que le nom ait immédiatement attiré mon attention. J'avais rencontré Jacob lors d'un symposium juridique il y a 3 mois. Il m'avait défié avec des questions incroyablement pointues pendant mon panel sur la restructuration corporate. Nous avions discuté autour d'un verre ensuite, et je l'avais trouvé férocement intelligent. Ancré et intensément attirant. Il était divorcé, sans enfant. Fortement impliqué dans le travail pro bono environnemental et possédait un esprit sec et dévastateur. Thomas avait l'air l'image même de l'innocence, mais ses yeux brillaient. Je n'insinue rien.
passe un bon week-end, Alex. Quand il partit, je sortis les coordonnées de Jacob. Avant que mon cerveau ne puisse trop réfléchir, j'envoyai un texto rapide. J'entends que tu assistes au gala de Wentworth et Davis vendredi prochain. Peut-être pouvons-nous reprendre notre débat sur les implications antitrust des chaînes d'approvisionnement durable. La réponse arriva en moins de 3 minutes. J'adorerais ça. J'ai suivi tes modèles d'intégration de fournisseurs. Très impressionnant. Réserve-moi au moins une danse. Je me surpris à sourire à l'écran. Sincèrement charmé par son mélange fluide de respect professionnel et d'intérêt personnel évident. Une danse, tapez-je en retour. Mais seulement si tu es prêt à défendre ta position sur l'intégration verticale en valsant. Défi accepté, répondit-il. Ce soir-là, alors que je coupais des légumes pour le dîner dans ma cuisine sur mesure à Brooklyn, je réalisais que je fredonnais. Le simple acte de faire des plans uniquement pour mon propre plaisir ressemblait à une autre victoire tranquille dans la longue guerre de reconstruction de moi-même. Mon téléphone sonna, brisant la paix domestique. Le nom de Richard apparut sur l'écran. C'était très inhabituel pour lui d'appeler un vendredi soir. Notre communication était strictement reléguée aux réunions du conseil programmées et aux emails. Richard, répondis-je, gardant un ton neutre. Y a-t-il un problème? Je m'excuse d'appeler en dehors des heures de bureau. Sa voix était tendue par le stress. Mais nous avons une crise massive à Charleston. Mark menace de partir et il emmène tout son personnel de cuisine avec lui. Je posai mon couteau de chef, passant instantanément en mode crise. Mark, le chef exécutif. Il était entièrement d'accord avec le déploiement du menu lors de la réunion du conseil la semaine dernière. Il l'était jusqu'à ce qu'il reçoive une offre hautement lucrative du groupe Lawson. Richard nomma notre plus grand concurrent national. Un conglomérat hôtelier massif notoire pour leur notation corporate agressive. Ils ouvrent un concept phare à 3 rues de notre emplacement de Charleston et ils veulent que Mark le dirige. Ce n'est pas une coïncidence, dis-je, mon cerveau juridique tournant. Comment Lawson connaissait-il le calendrier exact de notre déploiement à Charleston? Nous n'avons même pas finalisé la poussée PR. C'est exactement ce qui me terrifie, répondit Richard. Je soupçonne une fuite, peut-être au niveau exécutif. C'était un scénario code rouge. L'ouverture de Charleston était le joyau de notre stratégie du 3e trimestre. Nous avions investi des millions dans la propriété historique. Perdre le chef Mark et la réputation au niveau Michelin qu'il portait serait catastrophique. Je dois voler à Charleston demain matin, dit Richard. Je vais essayer de le convaincre de rester. Mais j'ai besoin de ton aide, Alex. Mon aide? Répétai-je, surprise. Malgré notre dynamique de conseil fonctionnel. Richard m'invitait rarement dans les tranchées opérationnelles. Tu as un don pour les contrats, dit-il. Une trace de son ancien charme persuasif s'infiltrant dans le téléphone. Et tu comprends les implications légales de Lawson utilisant des renseignements corporate. Propriétaire. Plus, Mark te respecte. Il a été incroyablement impressionné par ta refonte de la chaîne d'approvisionnement. J'hésitais, passant en revue mes plans de week-end. J'avais des briefs à examiner et un brunch dimanche avec des amis. Rien que je ne puisse reporter. D'accord, j'irai, décidai-je. Envoie-moi les détails du vol. Je examinerai les clauses de non-concurrence de Mark ce soir. Merci. Sophie a déjà réservé pour nous sur le vol de 9h de JFK. Quand je raccrochais, je restais debout en silence. Un voyage d'affaires avec Richard, le premier depuis le divorce. C'était professionnellement nécessaire, mais émotionnellement compliqué. Le lendemain matin, nous étions assis côte à côte en première classe, stratégisant à voix basse. Richard était impeccablement habillé comme toujours, mais je notais la tension qui émanait de lui. Les lignes serrées autour de sa bouche, la façon dont il vérifiait obsessivement sa Rolex. Mark a encore un an sur son contrat, dis-je, tapotant l'écran de mon iPad. Mais nos non-concurrences en Caroline du Sud sont notoirement difficiles à faire respecter.
S'il est déterminé à partir, l'équipe juridique de Lawson peut nous enterrer sous des injonctions jusqu'à ce que le restaurant saigne à blanc. Richard hocha sombrement la tête. C'est ma peur. Une bataille juridique prolongée tue l'élan. Nous devons le convaincre de rester de son propre gré. Qu'est-ce que Lawson offre exactement? D'après ce que disent mes sources, le double de son salaire de base actuel. Une autonomie créative totale et 5% d'equity dans la nouvelle aventure. Je sifflai doucement. Il chasse pour le sang. Ça semble incroyablement ciblé. Ça semble personnel, acquiesça Richard. Il hésita, regardant par la fenêtre de l'avion. Henry Lawson veut absorber ma compagnie depuis des années. Quand notre situation est devenue publique, il a probablement vu une ouverture. Un moment d'instabilité interne qu'il pouvait exploiter pour orchestrer une prise de contrôle. Hostile. La logique était solide, mais elle laissait un goût amer dans ma bouche. Donc notre échec personnel est devenu un passif corporate. Notre situation personnelle, corrigea doucement Richard, rencontrant mes yeux. Ce n'était pas un échec, Alex. J'étais stupéfaite, non seulement par le sentiment, mais par le manque complet d'arrogance défensive dans sa voix. Avant que je puisse le traiter, l'hôtesse approcha avec du café. Et nous passâmes le reste du vol à discuter d'incitatifs financiers pour Marc. Évitant strictement les mines terrestres de notre passé. Quand nous atterrîmes en Caroline du Sud, l'air humide côtier nous frappa instantanément. Nous nous enregistrâmes au Charleston Place, un vaste hôtel de luxe historique en centre-ville. Bon après-midi, monsieur et madame Sterling. Le concierge joyeux nous salua. C'était une supposition que je gérais régulièrement, et je corrigeais habituellement immédiatement. Mais avant que je puisse ouvrir la bouche, Richard parla. Se sont de suite séparés, en fait. Pour mademoiselle Davis et moi-même. Sa voix était polie mais ferme. Je ressentis une bizarre vague de gratitude pour son intervention rapide. Bien sûr, mes excuses. Le concierge se reprit en douceur. Nous vous avons dans des suites adjacentes au niveau club comme demandé. Je haussai un sourcil vers Richard alors que nous marchions vers les ascenseurs. Suites adjacentes? Il eut au moins la grâce d'avoir l'air embarrassé. Mon assistante l'a réservé avant que je révise l'itinéraire. Je peux faire déplacer si ça te met mal à l'aise. Ça va, dis-je, sincèrement surprise de trouver que c'était le cas. Nous sommes ici pour travailler. Ça facilitera l'examen de la contre-offre. Notre réunion avec Marc était programmée pour 19 h à notre espace de restaurant bientôt ouvert. Donnant sur la rivière Cooper. Marcher à travers la cuisine chaotique à moitié finie déclencha une vague viscérale de souvenirs. Les douzaines de visites pré-lancement que j'avais faites aux côtés de mon mari au fil des ans. Par habitude. Richard posa une main sur le bas de mon dos pour me guider devant une équipe déplaçant un énorme four en acier. Je me raidis instantanément. Il retira sa main comme s'il s'était brûlé, murmurant une rapide excuse. C'était un moment fugace, mais il souligna violemment le fantôme debout dans la pièce avec nous. Le chef Marc nous reçut dans son bureau improvisé. Le bravado habituel enflammé du génie culinaire de 40 ans était atténué. « J'imagine que je sais pourquoi vous êtes ici », soupira Marc alors que nous nous asseyions. « Henry Lawson t'a fait une offre », dit Richard. « C'est une sacrée offre », répondit Marc sur la défensive. « Nous savons exactement quelle est l'offre. » J'intervins, gardant un ton collaboratif plutôt que combatif. « Elle est généreuse bien que je doive admettre que je suis hautement curieuse de savoir comment le groupe Lawson a acquis des informations aussi incroyablement détaillées. » Marc tressaillit. « Je n'ai rien divulgué si c'est ce que vous insinuez. » « Je n'insinue rien du tout, l'assurai-je, mais quelqu'un l'a fait. » Le timing et la spécificité sentent l'espionnage corporate et franchement, Marc. Ça devrait te préoccuper. Tu es sur le point de coucher avec un conglomérat qui utilise des données volées pour manipuler les talents. Richard se pencha en avant. Marc, nous ne sommes pas ici pour te menacer avec une poursuite pour rupture de contrat. Tu es un visionnaire. Si tu crois vraiment que Lawson est le bon foyer pour toi,
nous faciliterons une sortie propre. Mais nous voulons que tu entendes notre contre-proposition d'abord. Marc parut visiblement choqué. Il s'attendait clairement à l'agression de Marc de Richard, menaces, cris, litiges. Pendant l'heure suivante, nous exposâmes notre vision. Nous égalâmes le salaire de base de Lawson et offrîmes à Marc une participation augmentée. Spécifiquement liée à l'emplacement de Charleston. Mais l'atout était une idée que Richard et moi avions finalisée dans l'avion. Un programme d'incubateur, expliqua Richard, sa passion évidente. L'académie culinaire Mark Evans basée sur nos hubs de New York et Charleston. Tu ne dirigerais pas juste une cuisine. Tu institutionnaliserais ta philosophie. Formant la prochaine génération de talents de haut niveau sous notre parapluie corporate. Je regardais Marc traiter l'offre. La posture défensive fondit, remplacée par une excitation sincère. L'académie était l'idée d'Alex, ajouta Richard, me stupéfiant complètement. Elle a souligné que ton vrai génie n'est pas juste le dressage des assiettes. C'est le mentorat de tes sous-chefs. C'est ton héritage. Marc me regarda, un sourire se répandant sur son visage. Mon premier chef exécutif était un tyran. Je me suis promis de ne jamais traiter les jeunes cuisiniers de ligne comme il m'a traité. Je dois admettre, vous m'avez complètement pris au dépourvu avec ça. Avec toutes les rumeurs de l'industrie sur le divorce. J'assumais que l'infrastructure corporate s'effondrait. Je pensais que vous seriez à la gorge l'un de l'autre. Je jetai un bref regard à Richard. Notre dynamique personnelle a évolué, dis-je en douceur. Mais notre engagement envers cette entreprise et envers toi est plus fort que jamais. Exactement. Richard acquiesça. La restructuration nous a forcés à éliminer le gras et à nous concentrer sur nos forces. La supervision légale d'Alex a révolutionné notre façon d'opérer. Nous sommes une entité bien plus mortelle maintenant que nous ne l'avons jamais été. Sa validation publique non sollicitée me laissa momentanément sans voix. C'était la première fois qu'il parlait de mon acuité commerciale sans une trace de condescendance ou de propriété. À la fin de la réunion de 2 heures. Marc avait verbalement accepté de déchirer la feuille de terme de Lawson et de signer notre nouveau contrat. Ça s'est passé bien mieux que je ne l'anticipais. Admit Richard alors que nous sortions du restaurant. L'air humide de la nuit charlestonnaise nous enveloppant. Les lanternes à gaz vacillant le long des rues historiques fournissaient un arrière-plan cinématographique à l'effondrement d'adrénaline d'une négociation à enjeux élevés. L'académie culinaire a été le clou, lui dis-je. Tu as compris exactement ce qui motivait son ego. C'était brillant. Nous formons une bonne équipe d'un point de vue purement commercial. Il nota. Je laissai passer un battement. Nous l'avons toujours été, Richard. Ce n'était jamais le problème. Il arrêta de marcher, se tournant pour regarder par-dessus l'eau sombre du port. Il prit une profonde inspiration irrégulière. Mon problème était que je ne pouvais pas gérer qui tu devenais. J'ai épousé une jeune fille de 20 ans qui me regardait comme si j'accrochais la lune. Je voulais te modeler. Mais ensuite tu as grandi. Tu es devenue cette femme brillante. Terrifiante de compétences qui n'avaient pas besoin de moi pour survivre. Ton ambition a éclipsé mon ego. Et au lieu d'être fier de toi, je me suis senti menacé. J'ai essayé de te garder dans une boîte. Et quand tu l'as dépassé, j'ai saboté toute la chose. Je le fixais dans un choc profond. Où as-tu appris à parler comme ça? Lâchez-je. C'était un homme dont le vocabulaire émotionnel entier consistait autrefois en colère. Charme ou déni. Il offrit un sourire triste et autodérisoire. J'ai été en thérapie intensive ces 14 derniers mois. J'étudiais son visage soigneusement. Il avait l'air plus vieux, humilié. Dépouillé du narcissisme toxique qui avait brûlé notre vie jusqu'au sol. Tu me surprends, Richard. Vraiment, je suis content, dit-il doucement. Nous retournâmes à l'hôtel et prîmes l'ascenseur jusqu'au niveau club en silence. Ce n'était pas le silence lourd et suffocant de notre mariage mourant, mais un silence prudent. Respectueux entre deux vétérans qui avaient survécu à une guerre l'un contre l'autre. Quand nous atteignîmes nos portes adjacentes, il me regarda. Merci d'être venu ici,
Alex. Tu as sauvé l'affaire de Charleston aujourd'hui. Bonne nuit, Richard. Je fermai la porte de ma suite et m'appuyai lourdement contre le bois massif, laissant sortir un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis un an. Mon téléphone bipa dans mon sac. Je le sortis. Repose-toi bien. Merci. Je soupirai. Une seconde plus tard, un nouveau message apparut. Jacob Simons. Je suis actuellement en train de pratiquer ma valse dans mon salon tout en examinant simultanément les statuts du commerce fédéral. Dis-moi s'il te plaît que tu portes des chaussures confortables vendredi parce que j'ai l'intention de monopoliser ta soirée. Un rire authentique et irrépressible monta dans ma poitrine. Le message apporta une vague de légèreté. Une étincelle de joie pure et non compliquée que je n'avais pas ressentie depuis une décennie. Je marchai jusqu'à la fenêtre donnant sur la skyline historique de Charleston et tapai une réponse spirituelle rapide. L'avenir avec tous ses rebondissements imprévisibles. Son potentiel pour de nouvelles peines de cœur et sa promesse de nouveaux triomphes étaient grands. Ouvert. Le traumatisme du passé n'était plus une ancre me tirant vers le bas. C'était le socle sur lequel mon nouvel empire était construit. Vendredi soir. Je me tins devant le miroir du sol au plafond dans mon appartement de Brooklyn pour une vérification finale. La robe en soie vert émeraude drapait parfaitement, réussissant à être à la fois élégamment sobre et complètement commandante. Je portais mes cheveux relevés associés aux diamants vintage de ma grand-mère. C'était un look qui reliait le fossé entre la royauté classique de Manhattan et le requin corporate moderne mortel. Mon esprit dériva brièvement vers les galas caritatifs de mes 20 ans où je me tenais tranquillement au bras de Richard, souriant poliment en tant qu'accessoire. Ce soir, j'entrais dans la New York Public Library, non pas en tant que plus un, mais en tant que partenaire nommé d'un cabinet de premier ordre, possédant complètement mon espace. Je souris à mon reflet. Les cicatrices de bataille étaient invisibles, mais l'armure qu'elles avaient forgée était à l'épreuve des balles. Le gala au bâtiment Stephen A. Schwarzman était spectaculaire. Le grand Astor Hall était transformé, rempli des sons ambiants d'un quatuor à cordes, du tintement du cristal et du bourdonnement bas de l'élite juridique de Manhattan réseautant sous les arches de marbre s'élevant haut. Thomas et sa femme Elisabeth m'interceptèrent près de l'entrée. « Tu as l'air absolument mortel, Alex. » Thomas rayonnait. « Ma meilleure partenaire ne déçoit pas. » Le lieu est époustouflant, Thomas, dis-je, embrassant la joue d'Elisabeth. Bien qu'être dans une pièce avec 500 avocats un vendredi soir soit un concept terrifiant. Elisabeth se pencha, clignant de l'œil conspiratorialement. « Ne t'inquiète pas, chérie. Je crois qu'il y a quelqu'un ici qui suit spécifiquement ton arrivée. » 2 heures par la tour de Champagne. Je tournai lentement la tête. Jacob Simons se tenait là dans un smoking tranchant comme un rasoir au milieu d'une conversation avec un juge fédéral. Il leva les yeux, ses yeux se verrouillant sur les miens. Le sourire lent, dévastateur d'appréciation qui se répandit sur son visage envoya une décharge hautement non professionnelle droit à mon cœur. Naviguant dans la salle de bal, saluant collègues et rivaux aliques, j'atteignis enfin. Jacob était rafraîchissant de direct. Il n'y avait pas de posture, pas de battage corporate, juste une connexion magnétique immédiate. Nous contournâmes les petits bavardages ennuyeux, plongeant directement dans un badinage rapide sur les précédents Legos, interrompu seulement par des éclats de rire sincères. Quand l'orchestre passa à un standard jazz classique lent, il offrit sa main. « Je crois que nous avons négocié un contrat pour une danse. » Nous l'avons fait, acquiesçai-je, le laissant me conduire sur le sol de marbre. Danser avec Jacob semblait sans effort. Il posa des questions pointues sur mon siège au conseil d'hospitalité. Sincèrement fasciné par ma trajectoire de carrière duale. Il ne trouvait pas mon ambition intimidante. Il la trouvait enivrante. C'était exactement la validation pour laquelle j'avais été affamé pendant mon mariage. Celui qui t'a laissé partir était un idiot absolu, murmura Jacob. Sa main chaude sur le bas de mon dos. C'était dit légèrement.
Mais la sincérité dans ses yeux était indéniable. Avant que je puisse répondre, mon regard se déplaça par-dessus son épaule. Debout près du grand escalier, sirotant un scotch, se trouvait Richard. Je le regardais me regarder. Le trope cinématographique classique de l'ex-mari plein de regrets. Il avait l'air momentanément dévasté, ses yeux fixés sur l'intimité facile entre Jacob et moi. Puis-je couper? Je clignai des yeux. Jacob ne l'avait pas dit. Je me tournai pour voir Thomas Wentworth tapotant joyeusement l'épaule de Jacob. Je suppose que je peux te la céder au patron pour une chanson. Jacob sourit gracieusement, reculant. Je vais nous chercher des renforts au bar. Alors que Thomas me faisait tourner, je jetai un regard en arrière vers l'escalier. Richard me regardait droit. Il n'y avait plus de colère dans son expression, seulement une acceptation mélancolique profonde. Il leva son verre vers moi, un toast silencieux. Une concession finale de défaite et une reconnaissance de la femme que j'étais devenue. Puis il se tourna et sortit par les lourdes portes en laiton, disparaissant dans la nuit new-yorkaise. Je sentis un poids massif final se lever de ma poitrine. Le fantôme était officiellement exorcisé. Je n'avais pas seulement survécu à la trahison de Richard. Je l'avais wéaponisé. J'avais pris le contrat même qu'il avait conçu pour m'opprimer et l'avais utilisé pour acheter ma liberté, ma fortune et mon indépendance totale. Je n'étais plus la naïve jeune fille de 20 ans désespérée pour l'approbation d'un homme puissant. J'étais la femme puissante. Tu souris, nota Thomas alors que la chanson se terminait. J'assume que c'est à cause de Simons. En partie, admis-je, regardant vers le bar où Jacob revenait vers moi. 2 verres de champagne à la main, ses yeux verrouillés uniquement sur moi. Et l'autre partie, demanda Thomas. Je pris une profonde inspiration, sentant le pouls de la ville. Le bourdonnement du gala et la certitude absolue de mon propre pouvoir. Je suis juste vraiment impatiente pour l'avenir, Thomas. Je prévois de le posséder complètement.